temps et puis de nous présenter cette mission 1 auprès d'une assemblée de médecins co-directeurs, infirmiers, référents hygiène d'établissements médico-sociaux. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Bonjour à toutes et tous. Vraiment désolé de ne pas être présent parmi vous. Merci aux organisateurs de la journée, Christophe, Rachel, de nous avoir invités pour présenter cette mission. Donc, je suis Gabriel Birgan, responsable du CEPIAS Pays de la Loire, et nous sommes deux. Bonjour, Sonia Thibault. Donc moi, je vais travailler sur cette mission avec Gabriel. Je suis coordinatrice du réseau de laboratoires de ville qui s'appelle Medcalville. Donc, le partage d'écran est bon, j'imagine. Donc, je vais me mettre en plein écran de manière à ce que vous puissiez voir les diapositives. Voilà, donc cette surveillance nationale. Je vais essayer de modifier ça. Donc, cette surveillance nationale, dont le titre est Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins en soins de ville et en secteur médico-social, est orientée vers votre secteur d'activité, comme son titre l'indique, et on va essayer de vous présenter les grands axes en fait de cette mission nationale. Donc, une première diapositive pour vous expliquer un peu le fonctionnement collaboratif de cette mission au niveau des CEPIAS et au niveau national avec Santé publique France, avec une mission 1 que vous pouvez voir en haut, là, qui est le rond bleu, qui est en association avec le CEPIAS Grand Est sur cette partie infection et résistance en ville et en médico-social, en établissements médico-sociaux, avec donc, le CEPIAS Grand Est qui est également porteur de la mission 2, qui, elle, est orientée vers le secteur sanitaire, et la mission 2 est également en lien avec la mission 5, qui est portée par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a 3 CEPIAS, en gros, qui coordonnent 3 grandes missions nationales qui ont tout un lien et une interface. On va essayer de les aborder par la suite. Et tout ça se fait sous l'égide de Santé publique France que vous avez en rond violet au milieu. Alors, le contexte général, vous le connaissez puisque c'est votre quotidien, c'est que le secteur médico-social et soins de ville sont en permanent accroissement, que ce soit en termes démographiques, avec un nombre de résidents qui est de l'ordre de 600 000 à l'heure actuelle dans les EHPAD au niveau national, une complexité des soins grandissante dans ces secteurs-là, qui est notamment liée à la dépendance qui est également croissante, et puis un développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire qui a tendance à déporter en fait la prise en charge des patients et des soins vers la ville et de limiter l'hospitalocentrisme qui était privilégié jusqu'à présent. En parallèle de tout ça, il y a des résistances qui émergent depuis quelques temps maintenant, notamment la résistance des entérobactéries, qui sont présentes principalement dans le tube digestif, aux antibiotiques. Il va falloir faire face en fait à cette évolution, et notamment Escherichia coli, qui est un commensal qui a tendance à diffuser dans la communauté à l'heure actuelle. Donc, il y a également une méconnaissance du risque infectieux, notamment en soins de ville, moins en EHPAD, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, mais les soins de ville, le risque est assez peu connu, et une évolution des politiques qui a eu tendance depuis maintenant 3-4 années, peut-être même au-delà, à essayer d'étendre en fait le périmètre d'action de la prévention des infections au secteur médico-social depuis une petite dizaine d'années et aux soins de ville depuis assez peu, c'est-à-dire 3-4 ans. Alors, on a distingué 3 grands axes dans cette mission nationale qui est dite la mission 1. Le premier, c'est la surveillance de la résistance aux antibiotiques qui a pour vocation de fédérer, de faciliter, de faire évoluer les résistances émergentes. On va vous parler de l'existant et puis des évolutions. De prévenir la résistance avec la notion de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des secteurs concernés. Et puis la promotion de la prévention des infections associées aux soins, également avec des aspects d'évaluation, de formation et d'accompagnement. Donc on va vous présenter les 3 grands axes un par un, et on va commencer par la surveillance de la résistance, et je passe la parole à Sonia. Alors, en fait, pour ce projet, pour cette mission nationale, on s'est basé sur l'existence, c'est-à-dire que depuis 2004,
Le réseau Medcal suit avec des laboratoires de biologie médicale volontaire plusieurs bactéries, enfin les résistances aux antibiotiques de plusieurs bactéries. Donc ce réseau est surtout représenté dans l'ouest de la France, comme vous pouvez le voir sur la cartographie. Aujourd'hui, on travaille avec 760 laboratoires volontaires qui sont situés sur 11 régions françaises, en France métropolitaine. On suit depuis le début Escherichia coli. Donc pour avoir un ordre d'idée, on a recueilli en 2017 340 000 antibiogrammes pour l'année 2017 sur les 11 régions représentées. Pour le Staphylococcus aureus, c'est pareil, c'est une bactérie qu'on suit depuis le début. On recueille environ 23 000 antibiogrammes. Et depuis janvier 2018, on a proposé à certains laboratoires de commencer le suivi pour Enterobacter et les Klebsiella. Alors, en quoi ça consiste? Alors, peut-être que certains travaillent avec des établissements de santé et des EHPAD, j'imagine. Enfin, et donc, vous devez connaître le suivi qui est demandé au niveau des établissements de santé. Et là, en fait, on prend tout ce qui n'est pas recueilli par Consorez. En fait, on récupère les données des patients qui vivent à domicile ou en EHPAD, mais qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé. Donc, la première étape, c'est que le biologiste va faire une extraction mensuelle. Alors, le rythme, si vous voulez, on en parlera après, mais c'est vrai que nous, on trouve ça plus pratique de faire une extraction mensuelle pour que ça rentre dans une sorte de routine au sein du laboratoire, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire si le biologiste souhaite le faire tous les 2 mois, tous les semestres. Enfin, voilà, c'est négociable. Donc, il fait une extraction mensuelle de son automate directement et il importe les fichiers sur l'IoT. On accueille donc tout type de fichiers, les fichiers Excel, TXT, CSV, voilà, selon un modèle prédéfini. Ensuite, le fichier sur l'IoT va subir un premier contrôle qui va s'assurer que le fond et la forme du fichier correspondent bien à ce qui est attendu de ce regroupement de laboratoires. Donc, on a différents éléments de vérification qui sont préétablis. Et de plus, il va passer aussi un autre contrôle où là, ce sont des algorithmes qui ont été créés par nos experts en microbiologie qui vont s'assurer que le fichier est conforme au niveau, cette fois-ci, par exemple, du phénotype ou de la résistance à certains antibiotiques. Donc, par exemple, on va mettre en quarantaine, enfin, c'est le terme qu'on a utilisé, mais on met en quarantaine tous les antibiogrammes pour lesquels des données sont un peu étranges, comme par exemple pour le Staph aureus, la résistance à la vancomycine, ou pour Escherichia coli, les résistances au carbapénème. Et en fait, si ces lignes apparaissent en quarantaine, on reviendra vers le biologiste pour lui demander confirmation, et en tout cas, par exemple pour les résistances au carbapénème, si le biologiste a bien envoyé la souche au CNR pour s'assurer que c'était une vraie résistance au carbapénème. Donc, et une fois que tous ces contrôles ont été faits, les fichiers sont importés sur l'IoT, ce qui permet d'avoir des données à jour régulièrement, enfin en fait quotidiennement, puisqu'en fait l'outil a été conçu pour mettre à jour les calculs, les tableaux, etc., tous les résultats fournis, mais surtout qui nous permet d'avoir une base à jour régulière pour établir à la fois des rapports qui sont envoyés automatiquement sur le réseau complet, et à la fois des rapports beaucoup plus précis qui sont envoyés au rythme semestriellement. Donc, comme je vous le disais, les données sont accessibles sur l'outil Medcalville pour le moment. Donc, elles sont disponibles à tous ceux qui souhaitent avoir les données. Vous pouvez vous inscrire, c'est une inscription gratuite et vous aurez accès au département sur lequel vous exercez, votre région, et aux données du réseau complet. Et on produit 2 types de rapports. Un rapport qui est envoyé par mailing à tous les utilisateurs de l'outil Medcalville, et un autre rapport qui, là, cette fois-ci, est beaucoup plus complet, où on va faire des statistiques par type de prélèvement, par classe d'âge, et aussi selon l'hébergement du patient. Parce qu'effectivement, on demande au biologiste s'il peut nous ajouter une colonne qui nous dit si le patient vit à domicile ou vit en EHPAD. Et ces rapports sont donc semestriels et ils sont envoyés non seulement aux utilisateurs, mais surtout aux structures d'appui comme les CEPIAS, les ARS et aussi aux biologistes participants.
Alors, quel type de données vous pouvez avoir sur le site? Vous voyez, on travaille avec des menus déroulants, en fait, où là, vous choisissez votre bactérie. Donc là, on a choisi Escherichia coli, l'antibiotique qui vous intéresse. Donc là, on s'est mis sur la ciprofloxacine, l'année qui vous intéresse, là, donc là, 2017, et si vous voulez zoomer sur la France entière ou si vous voulez zoomer sur une région. Donc là, par exemple, c'est la résistance de la ciprofloxacine à Escherichia coli en 2017 versus 2018. Le code couleur est celui qui est utilisé également pour les cartes européennes, pour que vous puissiez vous comparer avec les cartes européennes. Mais il est également possible de zoomer sur une région en particulier. Donc là, c'est la région Pays de la Loire, toujours pour la résistance à la ciprofloxacine d'Escherichia coli. Et quand les cartes sont dynamiques, c'est-à-dire que quand on passe sur votre département, vous avez la valeur exacte qui s'affiche. Donc là, il y a 5,1% de résistance à la ciproflo en Loire-Atlantique en 2018 pour la résistance à la ciproflo. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir des tableaux récapitulatifs sur donc là, c'est le pourcentage de sensibilité qui est indiqué. Donc, vous avez pour chaque antibiotique testé, le nombre de souches testées et le pourcentage de sensibilité à l'antibiotique qui est affiché. Donc là, ça va de 2013 à 2018, mais en fait, ces données-là, on les a pour les régions qui participaient. Sur l'outil, ces données-là, on les a depuis 2008. Donc toujours avec cette histoire de menu déroulant, vous avez la possibilité soit d'être en nouvelle région ou en ancienne région. Je pense notamment à la région, donc à votre région, en Nouvelle-Aquitaine, où si vous voulez ces tableaux-là pour la région Limousin, vous avez cette possibilité-là. Ou alors vous passez directement en nouvelle région. C'était aussi pour faire un suivi en fait pour les régions qui avaient participé depuis 2008 pour pouvoir continuer à évaluer, enfin surtout au niveau des courbes d'évolution. Donc toujours le choix de la bactérie, le choix du niveau de rendu des résultats, donc soit le réseau complet, soit le niveau national, soit le niveau départemental, pardon, ou soit le niveau régional. Vous pouvez aussi faire ce tableau pour un type de prélèvement en particulier et aussi ce tableau pour soit le patient à domicile ou le patient en EHPAD. Il y a aussi ce type de tableaux qui sont proposés. Donc, pour toutes les régions participantes, vous avez la résistance au C3G pour Escherichia coli qui est représentée. Donc là, on voit que en 2018, la résistance au C3G est assez stable. En fait, quelles que soient les régions, ça oscille entre 2,60 et 3,8% à peu près. Par contre, on a le même type de tableau pour le pourcentage de SARM selon les régions. Et là, on voit qu'il y a vraiment des disparités régionales. Dans la région Pays de la Loire, où on est actuellement, on a moins de 10% de SARM dans ce suivi, alors que si je prends par exemple la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes à 19,36%. Pourcentage de SARM. Alors, il faut faire attention à ces résultats-là. Là, le tableau que vous avez, il est calculé, il n'y a pas eu de sélection au niveau du type d'hébergement. Donc, c'est à la fois les patients qui sont en EHPAD et les patients qui vivent à domicile. Donc, il faudrait faire ce type de tableau plus spécifiquement pour les patients d'EHPAD et je pense qu'on aurait une différence. Enfin, je suis même sûre qu'on a une différence, en fait, de pourcentage de SARM si le patient vit à domicile ou s'il vit en EHPAD. Sur cette diapo-là, donc vous voyez un extrait d'un rapport qui a été fait pour la région Nouvelle-Aquitaine, où là on voit que dans les colonnes bleues, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, les données de 2016 et 2017, comparées aux colonnes vertes, où là c'est le réseau Metcalville complet. Donc vous avez donc l'évolution de votre résistance. Par exemple, vous avez E. coli dans les prélèvements urinaires, le nombre de souches testées, le pourcentage de souches BLSE. Donc, vous étiez en 2017 à 3,47% de BLSE dans les prélèvements urinaires pour Escherichia coli. Et la moyenne, si on peut dire ça, parce qu'on n'a pas l'exhaustivité des données au niveau France entière, mais sur le réseau Metcalville qui est constitué de l'époque, on avait 3,22% de production de BLSE. Pardon. Ensuite, ce type de tableau, selon le type d'hébergement, où vous avez donc toujours l'année N-1 et l'année en question, et vous voyez l'évolution pour chaque antibiotique, du pourcentage de sensibilité, donc chez les patients qui sont en ville et les patients qui vivent en EHPAD.
Et là, on voit très nettement, donc là, c'est pour Escherichia coli. J'ai pas mis le tableau pour les Staphylococcus aureus, mais on pourrait le faire lors d'une autre, enfin, on pourrait vous envoyer ces données. Mais en ville, on voit que le pourcentage de résistance au C3G, il est de 3,4%, et dès qu'on est en EHPAD, on passe à 11,11% de résistance au C3G. Ensuite, on a la possibilité également, donc là c'est un extrait du tableau, on a des patients qui sont âgés de moins de 65 ans et on peut après choisir n'importe quelle classe d'âge et vous sortir des chiffres en fait pour vos patients âgés donc là l'exemple c'est de 0 à 15 ans ou les patients âgés de 16 à 65 ans avec toujours l'évolution du pourcentage de sensibilité selon les classes d'âge. Et enfin, je passe la... je crois qu'il y avait une autre diapo. Je passe la main à Gabriel. Donc, en synthèse, pour cette première partie de la mission, la première action, comme vous avez pu le voir, c'est de faire de la surveillance épidémiologique de la résistance sur l'ensemble du territoire national, dans les secteurs médico-sociaux et soins de ville, avec la nécessité d'agréger les réseaux existants, parce que vous êtes peut-être au courant, mais il y a déjà des réseaux un peu partout en France, et l'idée, c'est que tout le monde soit sur la même ligne vis-à-vis de cette surveillance. La deuxième action, ça va être de permettre une confrontation des données de résistance dont on vient de parler aux données de consommation d'antibiotiques. Et là, ça va se faire dans tous les secteurs, pas seulement médico-social et soins de ville, mais également en sanitaire. Et l'idée, en fait, de Santé publique France, c'est de mettre à disposition des tableaux de bord nationaux en ligne dans tous ces secteurs, de manière à ce que chacun, en accès libre, de manière à ce que chacun puisse les consulter. L'axe 3, c'est d'explorer des possibilités d'automatisation de collecte de données, mais bon, ça, c'est de l'ordre du technique. Et puis, le 4, c'est de faire évoluer le système avec le suivi des résistances émergentes. Alors, voilà un peu la chronologie. La première étape, c'est essayer de parler avec tout le monde, développer, déployer les outils existants et puis les faire évoluer de manière à les appliquer sur la seconde partie de la mission nationale qui sera à partir de 2020. Alors, deuxième grande partie, c'est la prévention de la résistance aux antibiotiques, avec la nécessité d'évaluer les choses et de sensibiliser les acteurs. Alors, on a distingué cette second axe en 3 parties. La première étant la prévention primaire, en essayant de s'articuler avec des choses existantes. Vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau sur les campagnes de vaccination que l'on propose, mais peut-être de les approcher sur un angle qui est un petit peu différent de ce qui a été fait à l'heure actuelle. Donc, pour les établissements médico-sociaux, de s'ajuster sur ce qui est fait en termes de promotion de la vaccination antigrippale vis-à-vis des professionnels de santé. Pour les soins de ville, de la même manière, mais d'essayer de fournir aux médecins généralistes des éléments de communication et de promotion qui soient un peu en décalage, mais tout en restant bien entendu homogène, mais vis-à-vis de ce qui est fait par Santé publique France et par l'INPES, de manière à avoir des choses qui soient vraiment utiles au quotidien. Le grand élément également, et là il faut qu'on s'ajuste également aussi avec les existants, parce qu'il y a déjà des choses et des initiatives qui sont en cours dans tous les domaines, vous allez le voir, mais c'est d'essayer de participer à la promotion du carnet de vaccination électronique, qui est à l'heure actuelle disponible à tous, mais qui est probablement utilisé de manière sous-optimale. La diffusion de la résistance aux antibiotiques en établissements médico-sociaux, il y a 3 grands aspects. La formation, il faut faire un effort, c'est le cas probablement de pas mal de nos collègues, mais faire un effort d'adéquation entre le message que l'on délivre, les attendus du public ciblé, ses capacités à intégrer les informations qu'on lui apporte et donc de cibler l'ensemble des besoins. On n'a peut-être pas fait cet effort jusqu'à présent, notamment sur le principe général, sur les principes généraux de la résistance, essayer de bien faire comprendre ce que c'est que la résistance aux antibiotiques. C'est quelque chose de compliqué, qui est même compliqué pour les spécialistes. Donc il faut essayer de trouver les éléments qui permettent de faire comprendre quels seront les tenants et les aboutissants de ce problème-là. Et puis de la même manière pour la transmission croisée. Deuxième aspect, qui est peut-être un peu plus concret, c'est l'évaluation et l'accompagnement. Alors, il y a une chose qui va débuter très rapidement, qui est même en cours, qui est d'ores et déjà accessible, c'est un audit sur les excréta.
il y a un groupe national qui est en place depuis pas mal d'années, qui met à disposition des outils d'évaluation en hygiène hospitalière. Et il a travaillé depuis quelques mois sur la création d'un audit excréta, notamment un audit de moyens dans les établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Et tout ça se fait via une plateforme en ligne avec deux fiches, une fiche établissement sur la politique de formation, sur la politique d'approvisionnement en matériel ou d'achat, et puis des fiches par unité de soins que vous pouvez remplir avec une approche sur la gestion des excrétas, le local de gestion des excrétas s'il y en a un dans l'unité de soins, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour réaliser cet audit avec collecte de données en ligne et restitution des données qui seront analysées au niveau du CEPIAS Grand Est, et puis également une restitution directe puisque vous allez avoir des tableaux de bord directs à disposition en fonction des données que vous allez remplir, et puis quelques axes très rapides à cibler dans votre établissement pour rehausser le niveau de gestion des excrétas. Deuxième aspect qui est déjà bien abordé dans pas mal de régions, c'est la consommation des solutions alcooliques, qui est un peu un indicateur grossier d'hygiène des mains dans les établissements. Pas mal de régions, pas mal d'établissements ont des indicateurs à l'heure actuelle. L'idée, c'est d'essayer d'homogénéiser les choses pour essayer d'avoir un indicateur qui soit global et sur le territoire, le même sur le territoire national. Une problématique également qu'on a tous, c'est les BHRE, les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, et également les bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Je parle des EBLSE, des SARM, et des entérobactéries productrices de carbapénémase, ou des ERV, des entérocoques résistants à la vancomycine, qui posent un problème en termes de parcours patient, avec à la fois la nécessité que le patient ait un parcours qui soit adapté pour sa prise en charge et ses soins, et également qu'il y ait une communication autour de ce parcours patient sur ce statut BMR-BHRE pour que les mesures soient linéaires et cohérentes tout au long de son parcours de santé. Donc on a déjà des méthodes qui ont été développées qui correspondent à des méthodes type parcours patient-traceur qu'il va falloir adapter pour qu'elles soient réalisables dans les différents secteurs, mais on partirait peut-être là-dessus. Et puis sensibiliser, ça fera partie notamment de la mission 5 en Nouvelle-Aquitaine, du CPS Nouvelle-Aquitaine, sur la promotion de l'hygiène des mains. Il va falloir également faire un travail de sensibilisation au signalement des infections respiratoires aiguës et des gastro-entérites aiguës. Peut-être que ça a déjà été abordé durant votre journée, mais il va y avoir une évolution du signalement avec une dématérialisation du signalement au niveau national, des IRA et des GEA en secteur médico-social à partir d'avril 2019, dans l'idée qu'il faut laisser passer la saison actuelle et puis passer sur un nouveau système à partir d'avril 2019. L'appui à la prévention de l'émergence, rapidement, là c'est une question qui est un peu à l'interface, même très à l'interface entre l'infectiologie et cette mission nationale d'ordre gestion du risque infectieux. Et on va probablement s'orienter vers deux choses. La première, c'est d'essayer de promouvoir des outils existants. Il y en a un pour la prescription des antibiotiques qui est adapté au secteur médico-social et aux soins de ville, qui s'appelle Antibiopi, met à disposition des outils de bonne pratique d'usage des antibiotiques pour des pathologies assez communes et assez précises. Deuxième chose, une charte de bonne utilisation des antibiotiques et de prévention du risque infectieux qui a été développée il y a quelques temps par des collègues. L'idée, c'est de la reprendre et d'essayer de l'amplifier, notamment dans les soins de ville. Voilà, donc chronologie, ce qui est vraiment concret à l'heure actuelle, c'est l'audit excréta, puisqu'il est d'ores et déjà accessible. Alors, il y a des dynamiques régionales différentes. Pour parler des Pays de la Loire, nous, on a déjà quelque chose qui est en place, pas sur les excrétas, mais au niveau de nos établissements médico-sociaux, et on ne souhaite pas les surcharger, donc on va attendre un peu. Et donc, cet audit, il sera ouvert, enfin, il est d'ores et déjà ouvert, il a été ouvert le 1er décembre, et il va être utilisable, et utilisable même après la période dont je vais vous parler, mais l'analyse sera faite jusqu'au 31 mai, s'il y a un 31 mai, je ne sais plus, ou 30 mai peut-être, 2019, donc 6 mois dans lesquels vous pouvez renseigner les données pour qu'elles soient analysables.
Voilà, puis après, il y a les déploiements des outils qu'on va créer dans un premier temps. Dernier axe, si vous m'en donnez le temps, il est 32 déjà. Premier aspect, c'est le contexte des infections associées aux soins en soins de ville. Il y a 3 grandes enquêtes qui ont été faites, mais toutes qui donnent des données approximatives. La première, c'est l'enquête ELISA en Aquitaine, soins de ville, qui a estimé le risque d'infection associé aux soins suite à des prises en charge en ville à 0,7%. Deuxième chose, c'est de partir des bases assurantielles et puis d'essayer d'estimer le risque. 1% pour la médecine générale, 3% pour la chirurgie dentaire. Troisième chose, c'est le système de signalement des infections nosocomiales ou associées aux soins. À l'heure actuelle, disponible pour les établissements sanitaires, mais pas pour le médico-social et pas pour la ville. Et là, on est à 8 infections associées aux soins de ville, dont 3 en médecine générale, 4 en médecine spécialisée et 1 en soins dentaires. Donc tout ça pour dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, on ne sait pas ce qui se passe en soins de ville, et on n'a pas de possibilité à l'heure actuelle de faire de l'épidémiologie correcte sur ce domaine-là. Deuxième chose, j'imagine, c'est très véritable, l'enquête de prévalence des infections en établissements médico-sociaux. Là, on a des données plus précises, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés grâce à vous, d'ailleurs, qui participez à ces enquêtes. Et on peut estimer qu'un jour donné, à l'heure actuelle, il y a à peu près 17 400 résidents, c'est une estimation, qui souffrent d'infections associées aux soins en établissements médico-sociaux. Et si on regarde les types d'infections, notamment les infections qui sont purement évitables, les infections sur cathéter sous-cutané, on arrive à 226 résidents à un jour donné qui souffrent de ces infections. Donc il y a une marge de progression dans ce secteur. Alors quels sont les axes ? J'ai fait le parallélisme entre médico-social et la ville, puisque finalement il y a des choses assez équivalentes. Pour le médico-social, c'est de continuer l'existant. On va participer aux enquêtes de prévalence qui vont venir, je vous rassure, pas cette année, mais dans les années à venir, puisque c'est tous les 4-5 ans en général qu'on va faire. De la même manière, pour les soins de ville, établir des données épidémiologiques. Vous connaissez le DARI pour l'évaluation du risque infectieux des établissements médico-sociaux. C'est un document qui a bien, un outil qui a bien servi, qui est exhaustif, très complet. Il va falloir peut-être essayer de le faire évoluer de manière à l'orienter vers les aspects qui sont essentiels et prioriser les axes. Et c'est une évolution qu'on va probablement pas initiée, puisqu'elle a déjà été initiée par d'autres personnes à laquelle on va participer. Et puis peut-être essayer de faire la même chose, mais de manière flexible et simple pour les cas de vie. Pour ce qui concerne le signalement, vous le savez peut-être également, mais les infections associées aux soins vous allez avoir la possibilité de les signaler, que ce soit en secteur médico-social ou en soins de ville. Il y aura une plateforme dématérialisée, encore une fois, qui vous permettra de les signaler. Et puis, évaluer les besoins en communication et en formation vis-à-vis de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, et établir des besoins en formation, notamment sur les intervasifs et les dispositifs intravasculaires en soins de ville. Et on sait que le secteur infirmier libéral a des besoins dans ce domaine-là, également en chirurgie dentaire. Donc, la chronologie, première étape, développer des supports de formation, cartographie des risques, et puis dans un second temps, utiliser les outils qui ont été développés pour les déployer. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais l'idée, la philosophie, c'est de se baser sur des aspects socio-adaptatifs. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais qui est à la mode en ce moment. C'est-à-dire de prendre le contexte existant, et on sait qu'en médico-social, le contexte il est variable et il est complètement, radicalement différent du sanitaire, et de s'adapter à ce contexte-là pour que les choses soient applicables et intéressantes et en adéquation avec les besoins du contexte. Donc j'ai listé des choses qu'il ne faut pas prendre en compte, mais qui ont été utilisées à droite à gauche, qu'on pourra utiliser par petits morceaux pour essayer de faire de mettre en place des actions qui soient vraiment en cohérence avec le terrain. Alors rapidement, pour la résistance aux antibiotiques, c'est Sonia qui coordonne tout ça. Et ça se fait avec Jocelyne Caillon, qui est microbiologiste au CHU de Nantes, et David Bouton, qui est
qui est PUPH, professeur d'infectiologie au CHU de Nantes. Et vous voyez qu'on a une équipe sur cette organisation de la résistance. Et on a également une équipe sur la prévention des infections associées aux soins, qui vont s'articuler, mais qui sont un peu différentes. Et donc là, on est plus de l'ordre de l'hygiène que précédemment, où on était plus sur l'ordre de la microbiologie et de l'infectiologie. Alors, c'est plutôt la partie rouge du bas de diapositive qui est intéressante. C'est que par thématiques qui vont être déterminées, vous avez probablement pu voir certaines thématiques, on va établir des groupes de travail thématiques. Alors, ce ne sont pas des groupes énormes, incluant énormément de personnes, mais on va faire un appel à candidature. Et dans ces groupes-là, il y aura des gens qui travaillent depuis longtemps sur les thématiques et puis des gens de terrain. Et on souhaite faire comme ça et vous serez probablement amené à avoir des messages pour participer à ces groupes de travail. Donc, dernière diapositive, bien sûr, qui est complètement surchargée, mais c'est très volontaire. C'est pour vous dire que cette mission, comme vous avez pu le voir, elle est très large. Le périmètre est large. Ça inclut énormément d'acteurs, que la cinétique et la chronologie, la dynamique dans le domaine de la prévention des risques infectieux n'est pas la même en sanitaire qu'en médico-social, et elle n'est pas la même en sanitaire, en médico-social qu'en soins de ville. Donc il va falloir s'adapter à cette cinétique, à cette dynamique, et on s'inscrit vraiment dans le long terme plus que dans le court terme, avec une structure qui est déjà bien établie en sanitaire, qui l'est déjà en médico-social, mais peut-être moins en soins de ville où il va falloir qu'on travaille. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Est-ce que ça suscite des questions de votre part? Oui. En fait, c'est une question plutôt sur les différentes interventions, parce que je n'ai pas bien compris en fait sur les signalements en EHPAD. Donc, il y a le signalement à l'ARS sur le point focal. Si on est dépendant d'un établissement de santé, on signale aussi sur les signes. Et là, ça voudra dire une troisième plateforme de signalement pour les EHPAD? Non, alors, c'est une très bonne question parce que c'est effectivement complexe à comprendre. À l'heure actuelle, vous avez un système de signalement des IRA et des GEA qui d'ailleurs est propre à votre région. Hein. Pour ce qui nous concerne, en Pays de la Loire, on a en fait un volet qui est une fiche qui est papier, qui doit être adressée à l'ARS. L'ARS renseigne ces volets, ces fichiers papier dans leur système, qui après est analysé par la CIR pour nous donner des données épidémiologiques. Alors l'ARS fait un filtre dans un premier lieu pour savoir si le phénomène nécessite une action directe ou pas, et après nous sollicite ou pas, mais voilà. Il y a également le système VousEHPAD qui permet de faire du signalement, comme vous le savez, d'IRA-GEA. Il y a également ISIN. ISIN, à mon sens, n'a vocation à faire des signalements que dans le sanitaire. Alors effectivement, il y a un onglet EHPAD. Vous êtes libre de le faire ou pas, mais je crois qu'il faut vraiment distinguer le sanitaire du système médico-social. Alors, dans un objectif de simplification de tout ça, parce qu'on comprend, et c'est même confus pour nous hein, parfois, ces voies de signalement, il va y avoir une plateforme qui va être vraiment dédiée au médico-social pour les IRA et les GEA. Ça sera qui sera sur la plateforme des vigilances que vous avez, dont on vous a peut-être parlé, hein, qui est une plateforme du ministère de la Santé, et vous allez avoir une orientation en fonction de votre signalement vers la bonne plateforme qui va bien hein, en fonction de votre phénomène. Et puis il y aura en parallèle de ça également une plateforme, mais toujours sur le portail de vigilance du ministère, une orientation vers les infections associées aux soins hors IRA-GEA. Donc vous aurez également la possibilité de signaler l'infection associée aux soins en médico-social hors IRA-GEA. Donc pour dire les choses, à partir d'avril 2019, vous aurez l'accès au portail des vigilances du ministère, vous allez avoir à cliquer des choses et ça vous orientera soit sur du sanitaire si vous êtes en sanitaire, soit sur du médico-social et sur le médico-social vers les IRA-GEA ou les infections associées aux soins. Et si vous êtes en soins de ville, ça vous orientera vers les infections associées aux soins en soins de ville. Donc, entrée unique, portail des vigilances et après arborescence pour vous vous orienter vers le système qui va avec votre phénomène, votre événement.
J'espère avoir répondu à votre question. Elle a dit oui. On est dans une période confuse, hein, et c'est vrai que les choses sont en train de se caler et c'est normal que pour vous, ça ne soit pas clair parce que ça n'est parfois pas clair pour nous non plus. Voilà, donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? c'est la fin en France. Et encore, on n'est pas intervenu sur la mission 5 encore. Ah oui, voilà. Après, je voulais insister sur un point fondamental parce que ça nous est remonté très souvent par les médecins libéraux, c'est que l'absence de connaissances par rapport aux risques infectieux en secteur libéral n'aide pas à l'application de ces mesures dans ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'il y a une sous-estimation manifeste du risque. Et on attend beaucoup de ces missions, la mission 1 notamment, sur la meilleure connaissance du risque infectieux, sur la meilleure connaissance des résistances bactériennes, une accessibilité à ces données qui soit plus aisée et qui nous permettent d'avoir un discours auprès des professionnels libéraux, je pense aux médecins, des dentistes, etc., qui puissent appuyer les mesures de prévention. Et ça serait une grande avancée. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question. Marion Palais, capricioniste. J'aurais voulu savoir quel était le délai de mise en place de l'indicateur de chat en EHPAD, en tout cas pour la globalité du secteur médico-social, et avec quelle cible de nombre de frictions par jour et par résident. Merci. Vous m'en demandez un peu trop. Enfin, sur la première partie, je peux vous dire à peu près les délais que l'on envisage. L'idée, c'est que 2019 sert à réfléchir, déjà à établir l'existant, parce qu'il y a des choses qui existent un peu à droite, à gauche, et d'établir l'existant à la fois en termes d'objectifs et à la fois en termes de méthodes pour recueillir tous ces objectifs. Donc, le groupe de travail va essayer de travailler en 2019 là-dessus, avec un déploiement probablement en 2020. Si on arrive à faire plus tôt, on le fera, mais je crois que de manière réaliste, il faut se fixer une communication fin 2019 sur les choses pour que ça puisse se mettre de manière opérationnelle en place en 2020. Alors sur les objectifs, ils sont variables en fait, comme je viens de le dire. Pour ce qui nous concerne en Pays de la Loire, on a fixé un objectif de 4 frictions par jour et par résident en EHPAD, en se calant sur le LICSHA, vous savez, en soins de longue durée. Je sais que certains ont débuté avec 2 frictions par jour et par résident dans un objectif d'augmenter par la suite. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle quels seront les objectifs. Il va falloir également qu'on fasse un travail d'ailleurs justement de recherche biblio sur les objectifs qui sont utilisés un peu partout et de manière à fixer les choses de manière adéquate. On n'est pas décourager non plus les établissements, les professionnels de santé de ces établissements. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. Voilà, mais ça va être entre 2 et 4, probablement. On a une autre question, Gabriel. Un instant. Moi, je voudrais simplement poser une question par rapport aux personnes qu'on peut accueillir dans des hôpitaux réels des BNR. Quand on les accueille dans l'hôpital, si on appelle pour savoir comment on doit préserver nos autres résidents, finalement, ce n'est pas du tout les mêmes mesures entre l'EHPAD et le milieu hospitalier. Je voudrais savoir pourquoi cette telle différence. Je suis désolé, mais j'ai mal entendu votre question. En fait, entre l'accueil d'un résident qui a une BMR entre le milieu hospitalier, donc quand il quitte l'hôpital pour être accueilli en EHPAD, pourquoi il y a une telle différence de précaution? Puisque nous, quand on l'accueille dans l'établissement, on ne va pas l'isoler, il est porteur de BMR, mais nous, en tant que soignante, on va se préserver, mais finalement, il va assister aux activités, il va aller au restaurant, pas l'isoler. D'accord. Je comprends votre question. En fait, il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est le gradient de risque qui existe en termes de transmission croisée et de risque infectieux de manière générale. Et le gradient, en fait, il va de la réanimation vers les secteurs de chirurgie et de médecine, vers les secteurs de SSR,
vers les secteurs qui sont au-delà du SSR, c'est-à-dire le secteur médico-social qui est en fait un lieu de vie. Et le deuxième aspect, c'est celui-ci, c'est que le médico-social, c'est un lieu de vie. Voilà. Et c'est pas théoriquement, mais vous allez probablement me dire le contraire pour pas mal de vos résidents, mais c'est pas un lieu où il doit y avoir des soins. Hein, c'est pas un secteur de santé sanitaire stricto sensu. Donc il faut prendre en compte ces deux aspects pour comprendre pourquoi les mesures sont différentes entre le secteur sanitaire et le médico-social. C'est que le gradient de risque de transmission et d'infection lié à ces BMR-là, ben, il est très important en réanimation parce que vous avez des dispositifs invasifs, parce que vous avez des antibiotiques, parce que vous avez beaucoup de contacts, parce que vous avez des patients fragiles. Et il est moins important en médico-social parce qu'il y a moins de tous ces éléments-là qui favorisent la transmission et l'infection. D'autre part, il faut prendre en compte que le médico-social, c'est un lieu de vie. Et un lieu de vie, il faut le préserver en tant que lieu de vie. Voilà. Et donc, ce qui est applicable en sanitaire ne le sera pas forcément en lieu de vie. Et il y a la structure, l'architecture des établissements, les personnels qui sont à disposition pour mettre en place toutes ces mesures, sont également différents. Juste dernier point, pour vous rappeler les précautions complémentaires contact en sanitaire. Les précautions complémentaires contact, c'est avoir une chambre seule et une indication du statut du malade. C'est deux éléments qui sont différents des précautions standards. Voilà. Donc, en médico-social, c'est variable en fonction de l'établissement, mais souvent, les résidents sont seuls dans une chambre. Ils peuvent être deux, mais ça arrive aussi. Et l'information, elle peut être délivrée à l'ensemble du personnel via le dossier du résident dans l'établissement, au sein de l'établissement, et partagée via ce dossier. Donc finalement, la différence entre les précautions standards et les précautions contact, elle n'est pas énorme, pour être honnête avec vous. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question, d'avoir orienté vers des éléments de réflexion. Merci Gabriel pour cette réponse et ça justifie d'autant plus le besoin de respecter les fondamentaux en hygiène dans le secteur médico-social. Les précautions standards qu'on évoquait tout à l'heure, la friction hydroalcoolique au quotidien, le port raisonné des gants, le tablier pour les toilettes et les soins souillants, puisque, on l'a dit, le réservoir majeur de transmission est quand même lié aux excrétales et aux digestifs. Donc ce n'est pas parce que c'est un lieu de vie qu'il n'y a pas de mesures d'hygiène quand même à mettre en œuvre, mais au contraire, d'être très vigilant sur la base des mesures fondamentales, pour s'affranchir d'une certaine manière de ces précautions complémentaires qui ne sont pas si différentes de ces mesures d'hygiène de base. On a le même discours en sanitaire, hein. Exactement le même. Si ce n'est que c'est vrai qu'avec le court séjour en sanitaire, on est sûrement plus enclin à maintenir des précautions complémentaires contact entre guillemets du fait d'un court séjour, alors qu'on ne va pas se poser la question au séjour sur les colonisations, c'est-à-dire un portage sain entre guillemets du micro-organisme, même résistant. Exact. Pas d'autres questions? Bon, merci beaucoup Gabriel pour cette intervention. C'est très clair. Et puis au plaisir de collaborer bientôt ensemble. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.